dès le début des années 2000, on s'est attaché à définir ce qu'on entendait par enfermement des étrangers, notamment en, je dirais, réintroduisant dans le champ des sciences sociales le terme de camp d'étrangers. Donc derrière ce camp d'étrangers, on a une vision assez large de cette terminologie, dans le sens, elle peut comprendre aussi bien des lieux fermés dans lesquels on va enfermer des personnes parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour en règle, mais aussi on va prendre en compte aussi des lieux d'accueil, comme par exemple le camp de Ceuta ou celui de Melilla. Même si les personnes ont la possibilité d'aller et venir, on pourrait dire quelque part, pour reprendre une terminologie assez souvent employée, qu'elles sont enfermées dehors, dans le sens où leur possibilité d'aller et venir est très limitée. Et aussi dans ce paysage, je dirais, global des camps, on prend aussi en compte notamment tout ce qui est de l'ordre des campements informels. On a ces campements informels qui existent au nord du Maroc pour les personnes qui sont dans l'attente de passer soit à Ceuta ou soit à Melilla. Nous, on retrouve aussi ce type de campement, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, où depuis la destruction du camp de Sangatte en décembre 2002, eh bien, on assiste à une, je dirais, à une formation de différents campements informels. Malgré les destructions successives, on voit que ces situations demeurent. Et on pourrait considérer ces campements informels comme une sorte d'antichambre dans l'enfermement, dans le sens où elle va permettre aux autorités policières de savoir précisément où se situent ces migrants et parfois d'opérer des comptages de façon vraiment journalière, comme cela s'opère dans la région de Calais. Donc il nous semble important de prendre aussi ces différents lieux qui font partie de ce paysage de l'enfermement des étrangers au sein de l'Union européenne. Pour faire le lien avec le film Ceuta 12 prisons, il faut aussi voir qu'il y a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui s'apparentent aussi à des lieux d'enfermement. Alors effectivement, là aussi, les personnes ont la possibilité d'aller et venir. Si on prend l'exemple, par exemple, de la Pologne, de l'Estonie, voire de Chypre, eh bien, on a des lieux qui sont situés dans de telles régions géographiques qu'on voit bien que c'est vraiment une mise à l'écart, dans le sens où les personnes sont éloignées de tout centre urbain, ont la difficulté de pouvoir, je dirais, aller aux différents services dont elles ont besoin pour obtenir un titre de séjour en règle. Et donc on voit parfois avec des fonds de l'Union européenne des lieux qui peuvent être situés au milieu de clairières, dans des bois, comme en Estonie, ce centre que j'ai eu l'occasion de visiter en 2007, et qui est vraiment situé à la frontière russe, et qui montre vraiment une mise à l'écart, malgré qu'en théorie, les gens ont la possibilité, je dirais, de circuler au sein de ce pays. Il y a vraiment un travail qui a été effectué par le réseau Mig'Europe, qui est cette carte des camps d'étrangers en Europe et dans les pays voisins. C'est un travail qu'on a commencé depuis 2002. On est aujourd'hui à la 5e version de cette carte, et à travers ce travail de recensement qui n'existe nulle part ailleurs, eh bien, on a essayé de montrer justement cette évolution de l'enfermement. On voit qu'on a, depuis une dizaine d'années, une augmentation assez importante de ces nombres, de ces lieux d'enfermement. On est passé aujourd'hui, à peu près en l'espace de 10 ans, d'un peu plus de 300 camps d'étrangers à plus de 420 camps d'étrangers dans les pays européens, mais aussi dans les pays voisins. Et avec des structures où on pourrait observer une certaine forme de rationalisation, dans le sens où on va avoir des grandes structures qui vont être mises en place à l'image de grands centres carcéraux à proximité des aéroports pour expulser plus facilement les personnes. Mais en même temps, dans un même temps, on va avoir une utilisation de la part des autorités d'une multitude de petits lieux d'enfermement qui sont souvent invisibles, mais qui permettent quelque part de pouvoir, je dirais, faciliter l'arrestation avant que les personnes puissent être conduites dans des centres plus importants. On a à peu près, au sein de l'Union européenne aujourd'hui, à peu près 600 000 étrangers qui sont enfermés chaque année dans ces lieux-là, au sein de l'Union européenne. Et pour une rentabilité, si je peux m'exprimer ainsi, qui est vraiment très faible, dans le sens où on a moins de 50% des gens, ce qui est déjà beaucoup pour nous, mais moins de 50% des gens qui sont expulsés après être passés dans ces lieux-là. Au sein de Mig'Europe, on a tenté de faire une typologie qui puisse être comprise par tous, dans le sens où on a des lieux d'enfermement qui vont être destinés aux personnes qui arrivent juste sur le territoire, le temps d'instruire leur demande d'entrée,
soit au titre de l'asile, soit au titre de regroupement familial, soit pour diverses raisons. Ça, ce sont des lieux en France qu'on appelle des zones d'attente. On les trouve dans les grands aéroports internationaux, mais aussi dans certains ports comme à Marseille, voire dans des ports européens comme à Rotterdam, Barcelone, etc. Il existe aussi des lieux d'enfermement qu'on appelle en France des centres de rétention administrative et qui sont des lieux destinés aux personnes qui sont déjà sur le territoire et qui se retrouvent à un moment donné ou à un autre en situation irrégulière et qu'on va incarcérer pour tenter de les renvoyer dans leur pays d'origine. Ceci dit, il y a des pays où cette distinction n'est pas établie. C'est le cas en Espagne, c'est le cas à Chypre, c'est le cas en Allemagne, où on va enfermer des personnes qui viennent juste d'arriver, mais des personnes qui sont là déjà depuis un certain temps. Et enfin, je dirais, un quatrième groupe, c'est les prisons, aujourd'hui, qui sont utilisées à des fins de détention administrative. Malgré qu'il y ait différentes, je dirais, instances comme la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit l'usage des prisons à des fins de détention administrative, eh bien, je dirais, malgré ces arrêts des plus hautes instances juridiques, eh bien, on voit que ces processus continuent à s'opérer. Ce qui est intéressant dans l'usage de ces termes aussi, c'est qu'il y a une certaine euphémisation. En employant ces termes-là, quelque part, on cherche à masquer l'enfermement des personnes étrangères. En France, lorsqu'on emploie le terme de zone d'attente ou centre de rétention administrative, quelque part, on masque cet enfermement des étrangers. Ça a été jusqu'en Turquie où on parlait de guest house, donc des lieux d'accueil pour les personnes étrangères. Et donc, le Comité européen contre la torture et les traitements inhumains et dégradants l'avait souligné en disant que donc, cette terminologie n'était absolument pas appropriée à un tel usage. Et donc, effectivement, souvent, ce qu'on voit derrière ces termes-là, c'est effectivement une certaine forme, on cherche à invisibiliser quelque part ces zones d'ombre, ces différents espaces qui souvent bafouent de nombreux droits fondamentaux. Ces centres aujourd'hui sont financés en grande partie par les autorités publiques des différents pays européens. Or, on voit quand même depuis quelques années un processus de privatisation qui est en train de s'opérer auprès de ces centres-là. C'est le cas, je dirais, un des cas les plus aboutis, c'est l'Angleterre, avec notamment des groupes de différentes firmes. Je pense à notamment une compagnie privée qui s'appelle G4S et qui vont tirer profit de, je dirais, la gestion de ces lieux de privation d'étrangers. On le trouve en France dans une certaine mesure, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés. On va avoir des grandes firmes comme Bouygues, Vinci, qui vont construire ou du moins apporter une aide à l'État pour gérer ces différents centres. Alors cette gestion, elle peut être que partielle, hein, c'est le cas en France, c'est tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, etc. Mais il faut savoir aujourd'hui que ces grands groupes-là, eh bien, vont tirer une manne financière de la gestion de ces lieux d'enfermement pour étrangers. Les traitements auxquels sont confrontées les personnes, de manière globale, ça peut être effectivement l'impossibilité de sortir de ces lieux d'enfermement, c'est-à-dire ne pas avoir accès à une cour, comme le préconisent de multiples standards internationaux, donc où des personnes peuvent être enfermées de façon indéfinie dans des cellules, voire dans des lieux où ils vont être en surpopulation. C'est souvent le cas en Grèce, mais aussi dans d'autres pays européens, dans le sud de l'Italie, lorsqu'il y a des arrivées importantes, et donc ce qui conduit les personnes à voir leur situation ne pas être traitée de façon individuelle, mais de façon collective. Donc quelque part, il y a une gestion du groupe et il n'y a aucune prise en compte de chaque cas, dans le sens où une personne qui vient de Syrie n'a peut-être pas forcément, je dirais, les mêmes demandes qu'une personne qui va provenir d'un pays africain, etc. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'au sein de Migros-Europe, nous, on souligne et qui montrent vraiment les conditions difficiles dans lesquelles les personnes sont amenées à vivre pendant de longues périodes, sans forcément pouvoir avoir des contacts réguliers avec leur famille, avoir des contacts avec l'extérieur, de pouvoir bénéficier d'une défense juridique digne de ce nom.
Et donc ça, c'est vraiment des problèmes très récurrents et qui soulignent vraiment des difficultés auxquelles les personnes sont confrontées. Et en conséquence, ce qu'on observe, c'est effectivement des phénomènes de résistance au sein de ces lieux-là, qui peuvent prendre soit sous la forme d'incendies, comme ça a pu s'opérer dans le centre de Vincennes, à côté de Paris, mais aussi ça peut être des mutineries dans certains centres anglais ou en Italie, voire jusqu'à des personnes qui en viennent à se coudre la bouche pour montrer à l'opinion internationale qu'il aurait impossible de faire valoir leurs droits. Donc on est vraiment dans une détresse, je dirais, très importante, de plus en plus importante de ces personnes-là. Et quelque part, une des vocations du réseau Migrants-Europe, c'est effectivement de se faire le porte-parole. On n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres organisations aussi qui tentent, je dirais, de faire sortir je dirais, ces gestes et de les faire connaître au grand public. Mais c'est vraiment aussi un des points sur lesquels nous on attache de l'importance pour montrer aussi que ces lieux, on arrive bien souvent à bafouer des droits fondamentaux.